hier, Éric Fiat vous proposait une causerie vespérale à 2 voix. Ce matin, on va vous proposer une causerie laudative à 6 voix. Et avec 2 petites particularités. D'abord, un temps contraint qui fait qu'on ne pourra pas aller. Donc, par avance, les intervenants, je les prie de m'excuser. Il va falloir un moment serrer un peu les interventions. Donc, il y a un temps contraint, puisque je crois qu'on a normalement, on est déjà censé avoir commencé depuis un petit quart d'heure. Donc, on va essayer de, non pas de rattraper le quart d'heure lyonnais. Et le deuxième élément, c'est d'essayer d'avoir une vision qui soit une vision extrêmement riche parce que pluridisciplinaire. Donc l'ensemble des personnes qui nous rejoignent et qui nous ont rejoints ici, je vais simplement juste les citer. Alors, je ne vais pas revenir sur vos fonctions, elles sont inscrites là derrière, mais c'est simplement pour qu'on puisse mettre un nom sur un visage sur un nom. Donc il y a François-Mathieu Robineau, donc, qui est ici, Gwenaël Tual, Marie-André Mondran, Nathalie Gâteau, Jérôme Fredouille et Henri que tout le monde désormais connaît. Donc dans cet exercice de prospective, pour essayer de répondre à cette épineuse question qui est quelle politique de répit demain, épineuse parce que plutôt complexe, avec des données extrêmement mouvantes et un contexte lui-même qui est extrêmement mouvant, peut-être on va faire un retour en arrière, c'est-à-dire faire appel à ce qu'il s'est passé jusqu'à aujourd'hui, 9 mars. Et pour ça, François Mathieu, vous êtes sans doute le plus qualifié pour pouvoir nous donner une vision un peu claire des acquis finalement qui ont pu être enregistrés sur la question du répit et plus largement sur la question des aidants. Merci. Bon, on m'entend ou pas? Oui. Bon, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, parmi les fonctions que j'assume, il y a celle de chef de projet du déploiement de la stratégie Agir pour les aidants 2019-2022. Et donc c'est la première fois que la France est dotée d'une stratégie globale sur l'aide et l'accompagnement et qui s'appelle Mieux accompagner les aidants, qui est aussi une réforme prioritaire du gouvernement, donc suivie directement par Matignon et par l'Élysée. Donc c'est vraiment une priorité de ce gouvernement. Et depuis 3 ans, un grand nombre de choses ont été faites. La stratégie, peut-être pour dire quelques mots, même si beaucoup d'entre vous la connaissent probablement, elle s'articule autour de 6 priorités, 6 grands axes, dont le répit est un des axes. Donc pour les redire, parce que c'est important de montrer qu'il y a une approche globale et qu'il faut continuer à avoir une approche globale. Le premier axe, c'est rompre l'isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien dans leur rôle. Le second, c'est ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants et faciliter leur démarche administrative. Et on pourra y revenir. Sur chacun de ces axes, il y a des actions, de nombreuses actions qui ont été menées. Le troisième, permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Le quatrième, donc accroître et diversifier les solutions de répit. Le cinquième, agir pour la santé des proches aidants. Et le sixième, épauler les jeunes aidants. Alors, sur ces 6 ambitions, il y a un grand nombre de mesures, 17 qui sont identifiées, mais en réalité beaucoup plus qui ont été engagées, mises en œuvre, certaines qui n'ont pas pu l'être, on pourra y revenir aussi, et dont j'espère qu'elles le seront bientôt. Et peut-être pour mettre un focus sur le répit, parce qu'on pourrait parler très longtemps de la stratégie en général, un peu trois actions qui ont été menées spécifiquement sur le répit. D'ailleurs, je pourrais en rajouter une quatrième, parce que j'avais pensé à 3, mais il y en a une quatrième qui est quand même très importante, et donc sans prendre trop de temps. La première, qui est la mobilisation du congé de proche aidant indemnisé, qui est un nouveau droit, donc l'AJPA, dont le montant a été rehaussé au niveau du SMIC, d'ailleurs, à partir du 1er janvier. Donc c'est la possibilité d'indemniser le congé proche aidant, qui existait déjà, et qui aujourd'hui peut être indemnisé. À nouveau, on pourra en reparler, mais il va être ouvert, cette indemnisation va être ouverte à d'autres publics, au-delà de ceux qui y ont droit aujourd'hui, donc notamment au GIR 4, et on avait un échange tout à l'heure d'ici la fin de l'année, et aux conjoints de personnes, aux conjoints collaborateurs. Une seconde mesure importante, c'est l'expérimentation, je sais que vous en avez parlé hier, des dérogations au droit du travail dans le cadre des opérations de relayage, puisque le relayage est autorisé en France, mais il y avait une demande de pouvoir avoir un même relayeur sur une durée plus longue. Et donc pour ça, il faut déroger au droit du travail en France. Donc on a expérimenté pendant 3 ans.
Et l'expérimentation est prolongée de 2 années. On a un comité de suivi spécifique avec des porteurs qui ont quasiment tous accepté de se réengager. Donc on est très, très satisfait et on espère élargir cette expérimentation au secteur public, parce que pour l'instant, il ne concerne que le secteur privé. Et puis une troisième mesure, évidemment au centre de nos échanges, c'est l'augmentation du nombre de solutions de répit. Donc sur la stratégie dans son ensemble, il y a 105 millions d'euros sur 3 ans qui ont été débloqués pour augmenter, développer le nombre de solutions de répit en France. Alors, on pourra revenir sur les différentes solutions qui existent, mais c'est 105 millions sur 3 ans et ça fait 60 millions en 2022 qui se prolongeront en 2023, donc qui sont ce qu'on appelle en base, donc reproductibles d'une année sur l'autre. Et puis la quatrième mesure que je voulais peut-être signaler, c'est que la Haute Autorité de Santé, la HAS, est en train de travailler, dans son programme de travail en 2022, est en train de travailler à des recommandations sur ce qu'est une solution de répit et ce qu'on peut en attendre, parce qu'on a besoin, en même temps qu'on développe de nouveaux moyens, qu'on attribue de nouveaux moyens à ces politiques, on a besoin de cadrer et d'accompagner les innovations, mais ça je sais qu'on en reparlera très largement. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été très long, mais évidemment... Non, pas du tout. Ce qui veut juste dire qu'en fait il y a un cahier des charges avec la HAS, ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. On a eu des réunions de cadrage pour expliquer... C'est ça, pour construire en fait une... Pour construire, après, c'est la Haute Autorité de Santé qui on passe une commande et ils sont très libres de leur méthodologie et d'élaboration de leurs recommandations. Non, mais... Je sais qu'ils doivent faire appel à pas mal de... Mais en tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup. On va continuer ce tour de table. Alors, il est de bon ton actuellement, je vous ai remarqué, de faire fi des corps intermédiaires. Alors, je vais essayer d'aller directement à la source. Alors que les corps intermédiaires ne m'en veuillent pas sur ce plateau. Je vais essayer d'aller à la source, à la fois en interrogeant par rapport à ce qui a été dit et par rapport au vécu, les deux sources que j'ai à ma gauche et aussi à ma droite, à savoir les soignants, donc d'avoir peut-être le point de vue du soignant sur cette histoire là qui nous a été racontée, non pas une histoire au sens historique, non pas au sens de carabistouille, et au passage aussi avoir le point de vue d'une proche. Par ailleurs, vous avez eu d'autres fonctions, mais là, c'est plutôt le côté proche. Alors, c'est l'un ou l'autre. Peut-être en tant que professionnel de santé, le regard que vous pouvez porter sur la chose. Alors, bonjour. Mon regard, c'est au fond celui d'un psychiatre qui fait partie qui est membre d'un comité pédagogique d'un diplôme universitaire de répit et qui a pu voir la pensée relative au répit se modifier de façon sensible. Il y a, allez, je vais dire comme ça, une dizaine d'années, la question que nous nous posions, c'était celle de la légitimité pour un aidant à s'autoriser à prendre du répit. Au fond, la question, c'était celle de son consentement à accéder au répit, à se donner le droit de prendre du répit. Et puis, récemment, j'ai vu que les choses ont bougé de façon assez sensible et que des fonctions étaient attribuées à l'aidant, des fonctions, au fond, qui sont relativement proches de celles d'un auxiliaire de soins. Et le répit ne devenait plus une possibilité offerte à l'aidant, mais une condition pour qu'il poursuive son rôle d'aidant auprès d'un aidé. Alors, c'est un changement de paradigme tout à fait considérable et je crois qu'il y a lieu de s'interroger sur ce qu'est la fonction du répit. Est-ce que le répit est au service de l'aidant? Est-ce qu'il est au service de l'aidance? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il est au service de l'aidant? Est-ce qu'il est au service de l'aidé, en définitive? Et ça, je reprendrai la parole plus tard, mais ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens tout à fait importantes. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais déjà, je pense important de poser la question. Le répit, c'est pour qui? Et en fonction de la réponse qu'on donnera à cette question, la fonction du répit, eh bien, on pourra bâtir une structure au service de cette fonction. Très bien, merci. Merci. De quoi nourrir les réflexions de la HAS, du coup, aussi. Marie-André, en tant que proche, comment vous avez vécu à la fois cette montée en puissance du sujet, les acquis qui aujourd'hui se dessinent?
Alors, moi, en tant qu'aidante et nous, en tant qu'aidants, je dirais, dans notre association, l'UNAFAM, nous avons effectivement des réflexions sur ce qu'est le répit. Et dans le répit, nous englobons tout un ensemble de critères. Pour nous, le répit, c'est vraiment très global. C'est-à-dire que ça va du fait d'être d'abord écouté et entendu. Parce que les aidants, c'est ce qu'ils attendent, qu'on les comprenne. Et je pense que Éric Fiat a dit quelque chose d'important hier soir. Il a dit « pouvoir être écouté est la source même du vrai répit ». Et pour nous, c'est un point de départ essentiel. Ensuite, on a besoin d'être informé, d'être formé, d'être orienté, pour trouver des solutions concrètes, effectivement, à nos interrogations pour notre proche. Et on a besoin de ne pas rester isolé, justement, mais d'être accompagné le plus tôt possible et dans la durée. Et une notion qui est très importante pour nous, qui a été dit par la ministre québécoise, c'est d'être reconnu comme un partenaire à part entière. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous parce que, ça a été dit déjà hier, bien sûr, nous sommes des acteurs aussi du système de santé. Parce que de la proximité que nous avons avec la personne malade, du vécu que nous avons au quotidien, eh bien, nous avons acquis un savoir-faire, un savoir-être, une expérience. On est capable de veiller sur elle et on est capable d'alerter s'il y a un problème. Et on sait en général prendre les bonnes décisions si on est bien sûr informé et formé correctement. Donc, pour nous, cette politique, cette stratégie nationale Agir pour les aidants, elle a permis quelque chose d'important, c'est au moins de faire sortir de l'ombre, et c'est ça qui est essentiel pour nous, une partie de la population qui joue un rôle essentiel au niveau de la société, mais dont on parlait trop peu jusqu'à présent. Et donc, elle rend visibles les aidants et elle reconnaît leur place dans la société. Alors maintenant, si vous me permettez, j'aurais un regard un tout petit peu critique par rapport notamment à un point, j'évoquerai un point que vous avez mentionné, c'est le congé du proche aidant. Alors bien sûr, un congé du proche aidant indemnisé et revalorisé au niveau du SMIC, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Mais 66 jours dans une carrière professionnelle, est-ce vraiment suffisant ? Moi, j'ai eu la chance, de par... bon, j'ai continué à mener une vie professionnelle, mais parce que j'étais chercheur, et donc j'avais une souplesse, je pouvais moduler mon activité pour pouvoir être là en cas de coup dur, en cas de difficulté de mon proche. Mais ce n'est pas du tout une situation. C'est une situation très particulière qui m'a permis de poursuivre. Et ce n'est pas le cas de la majorité des proches aidants, on le sait bien. Juste une dernière chose. Juste une dernière chose, pardon, je suis longue, par rapport au congé du proche aidant. C'est que tous les aidants ne peuvent pas bénéficier de cette aide de la même façon. Parce que, par exemple, les aidants de personnes qui sont en situation de maladie ou de handicap psychique, eh bien, il faut que la personne ait une invalidité de 80%, la personne malade, pour que le proche aidant puisse en bénéficier. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, les personnes malades ne l'ont pas, cette invalidité en début de maladie, 80%. Donc voilà, ce que nous voudrions, c'est que chacun, quel que soit l'âge, et ça a été dit par la personne québécoise, et quel que soit le type de maladie ou de handicap, ait accès au même droit. Très bien, Kate.
Merci. Merci beaucoup de cette proposition qui finalement casse un peu les silos. Hein. C'est ce que vous dites. Peut-être Nathalie, Nathalie Gâteau. Oui, je voulais réagir. Moi, je représente un groupe de protection sociale. Hein, donc, on a en charge la santé des collaborateurs des entreprises qui sont assurés chez nous et également leur retraite complémentaire. Et dans ce cadre-là, on voit apparaître toutes les typologies d'aidants. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai rôle pour l'entreprise à jouer dans l'accompagnement des aidants, dans le fait de les identifier, de leur permettre de s'exprimer et puis aussi de pouvoir aménager le temps de travail, etc. Donc, je pense que l'entreprise est aussi le lieu pour les aidants actifs où doit se jouer aussi l'organisation de ces temps de répit. Voilà. Et voilà, les groupes de protection sociale comme le nôtre, mais je sais qu'il y en a d'autres dans la salle, ont un rôle important dans cette chaîne. On peut servir aussi d'intermédiaire pour pouvoir agir auprès des pouvoirs publics et puis surtout accompagner les expérimentations comme on l'a fait depuis le départ avec Henri et la Fondation France Répit. Je pense que des expérimentations sur les territoires qui sont repérables et duplicables, ce sera sans doute les solutions de demain. Très bien, dans lequel vous venez amplifier finalement aussi l'effet de stratégie nationale telle qu'elle a été présentée. Voilà, c'est exactement le rôle que on se doit de jouer. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors là, j'ai le choix. Hein. Donc, honneur aux dames. Bon, très bien. Donc, Gwenaëlle Tual, vous êtes présidente de l'Association française des aidants. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, à la fois sur les acquis, à la fois sur la nécessité qu'il y a d'amplifier la stratégie, à la fois sur la question du répit et finalement dans quoi est-ce qu'il s'inscrit. C'est-à-dire est-ce qu'il s'inscrit comme un soutien à l'aidant ou un soutien à l'aidance, qui est une autre façon finalement de dire que c'est un outil c'est un outil de mission, ou c'est au contraire un outil c'est un outil d'objet ou un outil de sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il sert le sujet ou est-ce qu'il sert l'objet qui est l'aidance. Et on a évoqué le fait d'avoir à casser les silos, sans doute aussi dans les réflexions, et qui est, je crois, aussi une façon d'envisager les choses auprès de l'Association française des aidants. Oui, bonjour à tous. Peut-être pour compléter sur la partie acquis, oui. Parce que qui dit répit, ça a été explicité hier, dit finalement une forme d'appréhender le temps et aussi une construction sociale et politique des temporalités et d'articulation des temporalités dans la société. Enfin, la manière dont nous appréhendons le temps est une construction sociale. C'est un élément biologique, etc. Je ne reviens pas dessus, mais c'est une construction sociale. Il y a un élément positif. Donc du coup, je pense qu'il est aussi important de pouvoir le signifier, qui a cassé une forme de mauvaise fatigue, pour reprendre ce qui nous a été explicité hier. Et je pense notamment à une mesure de simplification qui permette notamment à certains titulaires de l'AAH, ou notamment pour côté enfant l'AEEH, de pouvoir obtenir des droits à vie, ou dans le cas de l'AEEH, jusqu'à 20 ans. C'est un mécanisme de simplification technique, administratif, mais il témoigne d'un changement de paradigme concernant le temps parce qu'il intègre une temporalité longue pendant laquelle on ne demande plus de justificatif et de justification. Il faut se rendre compte que pour des parents d'un enfant, c'est globalement tous les 12 à 18 mois. Et si vous anticipez, en fait, vous n'êtes pas tous les 12 à 18 mois, vous êtes plutôt globalement tous les 6 à 10 mois. C'est crevant, il faut le dire comme ça, c'est usant. On disait hier, c'est plus que de la fatigue, c'est usant. Et là, effectivement, on a eu une mesure de simplification qui permet d'aller casser à la source quelque chose qui engendrait, parce que ce n'est pas tout le temps impliqué encore, d'une mauvaise fatigue. Et il me semble en fait très intéressant parce que ça témoigne d'un rapport au temps et d'une construction d'un temps long. Donc c'est possible de pouvoir envisager dans une politique publique de répit un temps long. Par rapport à casser les silos, mais je pense qu'on va y revenir après, c'est-à-dire qu'effectivement dans la construction des politiques publiques de manière générale et de répit plus particulièrement,
c'est comment on appréhende les constructions elles-mêmes. Est-ce qu'on les prend situation par situation ou est-ce qu'on recherche les dénominateurs communs? Je vais vous donner un exemple concret. On a évoqué le congé de proche aidant, mais on aurait pu évoquer le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le congé de présence parentale, etc. Et on se rend compte qu'on n'arrive jamais complètement à rentrer dans l'une ou l'autre case. Bon, il se trouve que l'ensemble de ces situations, à un moment, si on les regarde de manière un peu froide, pardonnez-moi, il y a des dénominateurs communs, par exemple, que sont l'intensité et la durée. Il y aurait donc possibilité de remettre à plat tout certain nombre, finalement, de mécanismes, de les envisager selon ce qu'elles ont de commun, et non plus selon de ce qui vont les différencier ou les séparer, permettant justement de casser ces logiques de cases et de silos. Et en même temps, du coup, de permettre un accès plus élargi. Je m'arrête là. Très bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'en profite. Henri, vous allez clore en fait cette première partie un peu artificielle, qui est celle des acquis. Et j'en profite pour dire que si dans la salle vous avez des questions, préparez-les, puisqu'on va faire une première salve sur les acquis et aussi la façon dont vous avez vécu les choses. 2 questions, si toutefois vous en avez, sinon nous poursuivrons. Au fond, à la Fondation, ça fait presque 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. Donc si je me remets un peu en arrière et que je regarde cette période rétrospectivement, je dois dire quand même qu'on est passé de l'invisibilité à la visibilité. C'est une porte ouverte, évidemment, que j'enfonce, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. La question des proches aidants, les difficultés particulières des jeunes aidants, des aidants en situation professionnelle. Tout ça sont des sujets qui ont émergé, qui ont fait l'objet de travaux de recherche, d'études, et sur lesquels on a donc acquis des connaissances. Et je pense que dans les acquis de ces 10 dernières années, il y a cette prise de conscience qui me paraît être un point important. La deuxième chose, je dirais, il y a une espèce de mouvement, de double mouvement, à la fois ascendant et descendant. Je m'explique, du côté des pouvoirs publics, on a bien conscientisé, on a bien pris conscience de l'enjeu que représente la question de l'aidance ou des aidants. C'est vrai au plus haut sommet de l'État, et la France est dotée fin 2019, François-Mathieu Robineau l'a rappelé tout à l'heure, d'une stratégie nationale, pour la première fois, pardon, une stratégie qui n'est pas simplement un peu d'aide aux aidants dans le plan cancer, dans le plan maladie neurodégénérative ou dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais qui est une approche totalement transversale et globale des aidants. Il faut le saluer, c'est quand même une avancée remarquable. Et puis les collectivités territoriales, je pense en particulier aux conseils départementaux, ont aussi développé des politiques de soutien aux aidants qui deviennent progressivement structurées, financées. Et donc on voit bien que dans le mouvement descendant, cette prise de conscience débouche aujourd'hui déjà sur des actions. Et puis à l'inverse, émanant du terrain, souvent des familles d'ailleurs, des associations que vous représentez ici, beaucoup d'entre vous, on comprend aussi que cette question est maintenant partagée et maintenant comprise par les associations de patients et d'aidants, par les parents, les familles concernées. Et vous savez comme moi qu'il y a une multitude de projets qui émergent du territoire dans tous les coins de France. On est surpris par les demandes, les propositions de rencontres, les associations, les porteurs de projets qui souhaitent nous rencontrer ou qui souhaitent rencontrer aussi certains d'entre vous. Et donc on voit qu'il y a une vitalité, qu'il y a un bouillonnement d'initiatives, d'idées, et ce double mouvement, prise de conscience des pouvoirs publics et émergence de solutions innovantes sur le territoire, me paraît être un acquis. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui parce que je pense que c'est les conditions pour le développement futur d'une vraie grande politique de répit. Ça prendra encore du temps, mais je suis quelqu'un de positif par nature. Mais il a fallu 10 ans. Tous les ingrédients sont là. Il a fallu du temps. Oui, il a fallu 10 ans. 10 ans qui est à la fois beaucoup et finalement assez peu, à l'aune des grands mouvements qui se mettent en place. Et puis à l'échelle des politiques publiques, chacun le sait, il ne suffit pas de décider. Il y a aussi beaucoup de choses à changer. Il y a des réticences, il y a aussi des rigidités, des immobilismes, voilà, et des acteurs qui n'ont pas forcément non plus envie de bouger aussi vite. Donc ça met en jeu finalement un certain nombre de choses et il faut naturellement du temps pour évoluer. Et je rajouterais juste de façon plus personnelle, moi j'ai eu le plaisir d'animer la Journée nationale des aidants en 2010, la première. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru et en même temps,
qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Et tant mieux, mais toute la problématique, et ce qui nous permettra d'introduire peut-être la question des enjeux, c'est à la fois de bien qualifier le problème, et on voit que même sur la question du répit entre la HS, Jérôme Fredouille, ce que vous disiez, on voit que les contours restent flous, et en même temps, au-delà de la question du répit, c'est toute la capacité aussi qu'on a à apprendre en marchant. Et c'est vraisemblablement aussi un des enjeux de demain, plus transverse, mais qui vaut pour plein d'autres sujets. C'est aussi le fait qu'on puisse avoir un droit à l'erreur, de ne pas être forcément certain et sûr à 100%. Alors, comme le temps passe, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ? C'est formidable. Nous avons un bras qui se lève. Si, je crois que ça marche. Merci. Oui, peut-être une réponse. Je vais peut-être dire un mot pour dire que vous avez raison et l'objectif est bien de développer des solutions de répit pérennes. Après, il y a eu la stratégie aidant, elle a aussi coïncidé avec la pandémie. Ce qui fait que d'abord les agences régionales de santé, qui sont les agences qui ont en charge de développer ces solutions-là et qui le font avec les acteurs de terrain, ont été extrêmement mobilisés. Et donc il y a beaucoup, alors après ça devient un peu technique, mais il y a beaucoup de crédits au début de la stratégie qui ont été utilisés pour des solutions d'urgence. Parce que au moment de la crise du coronavirus, il y a aussi eu besoin de solutions de répit d'urgence. Et ça, c'était des solutions qui n'étaient pas pérennes. Et il y a beaucoup de crédits qui ont été utilisés comme ça, avec une consigne qui a été donnée aux ARS sur la première année de crédit de la solution de répit, de dire qu'elles pouvaient les utiliser comme elles voulaient tout de suite. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, on attend qu'il y ait des programmations qui se fassent. Une fois que les programmations se font, il y a des crédits qui sont délégués. Et là, les crédits ont été directement délégués en disant « faites des solutions de répit rapidement, tout de suite, parce qu'il y a un besoin urgent qui existe ». Donc, c'est normal, c'est pas satisfaisant, mais c'est normal en tout cas que, notamment en 2020, il y ait eu des solutions qui étaient des solutions d'urgence, en 2021 encore. Et puis maintenant, l'objectif, comme je le disais, c'est 60 millions d'euros par année qui doivent être programmés. Pour le coup, c'est des crédits qui doivent être programmés sur des solutions de plusieurs années. C'est-à-dire quand on programme avec on autorise des établissements, des projets sur plusieurs années. Donc l'objectif est bien que tous ces crédits-là ne soient pas des crédits qui soient juste une fois, ça s'appelle même des crédits non renouvelables techniquement, mais ce soit des crédits qui soient programmés sur plusieurs années. Et vous avez raison, les solutions doivent être des solutions pérennes. Et peut-être une autre réaction par rapport à ce que vous dites, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est vrai que la difficulté à laquelle on se confronte, à laquelle tout le monde se confronte, mais en termes de politique publique à laquelle on se confronte aussi beaucoup, c'est que pour accéder, il y a un parcours de combattant pour accéder à ces solutions de répit. La première étape, c'est que les aidants se reconnaissent comme étant aidants, ce qui est extrêmement compliqué. Et puis après, vous en avez parlé, c'est une fois qu'ils se reconnaissent comme étant aidants qu'ils acceptent le répit, qu'ils acceptent d'être aidés. Et ça, évidemment, oui, tout ça, on n'en a pas parlé, mais c'est le cœur de
de vos interventions. Et j'en profite parce que j'ai la parole et comme ça, pour dire juste que sur deux réactions sur la JPA et la durée, vous avez raison, 66 jours, c'est peu, d'autant qu'on peut être aidant à 25 ans et avoir cette durée-là pour toute sa carrière, ou aidant à 60 ans et l'avoir pour les quelques années de carrière qui restent. C'est une mesure qui est très nouvelle, hein. Elle a 1 an et quelques mois. Et déjà, au bout de moins d'1 an, il a été décidé de la réformer pour l'ouvrir plus largement. Donc moi, j'espère, parce que je suis d'accord avec vous, il y a une inégalité de fait entre des jeunes aidants, enfin qui sont aidants au début de leur carrière professionnelle et d'autres après. Je souhaite que ce soit un débat qui soit ouvert et que ce soit des discussions qu'on ait. Mais après, c'est encore très nouveau. On a un enjeu à ce que ça démarre aussi, parce qu'il y a encore trop peu de gens qui le demandent. Et un dernier point, je suis totalement d'accord avec vous sur le rôle des entreprises, pour souligner que les ministres ont saisi la plateforme RSE, qui est une plateforme qui est hébergée par France Stratégie, pour faire un rapport sur les aidants en entreprise. Et comment est-ce que les entreprises peuvent, dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises, accompagner mieux leurs aidants. Et le rapport va être rendu très bientôt, avec des recommandations pour le gouvernement, enfin pour l'État, pour le gouvernement, et aussi pour les entreprises. Donc on attend de voir ce qui sortira de ces travaux. Très bien, merci. Je crois que Gwenaëlle Tual avait une réaction, et puis après on va... Pardon. Merci pour vos témoignages. En fait, ce que vous décrivez, on le vit, je pense, pour la plupart au sein de nos propres structures et réseaux. Le temps, en fait, tel que vous le décrivez, c'est une ressource. Ce n'est pas juste une dimension. Le temps est une ressource. Et le considérer en tant que tel change un petit peu la donne. Et donc, ce que vous évoquez, ce n'est pas tant la question du montant que la question de la temporalité du financement, et notamment les problématiques de pérennisation et de solvabilisation des dispositifs. Et non pas forcément le financement de nouveaux, etc. Mais du coup, la question derrière, c'est comment il me semble, comment ce qui fonctionne, qui a fait la preuve de son impact positif, utile, pertinent dans les territoires, peut continuer à être pérennisé en fait dans son fonctionnement. Parce qu'on le voit, nombre de structures, du coup, sont au bord de la rupture. Et qu'effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les droits à vie, ou le droit pour 10 ans, en fait, il porte parfois mal son nom, qui est parfois sur des durées de cet ordre-là, mais qui change la donne, où effectivement, on a du temps libéré l'administratif, on a du temps libéré de ce parcours de combattant. La question, effectivement, que vous soulevez, c'est derrière comment une telle mécanique dans l'appréhension des politiques publiques de répit peut être, du coup, reproduite du côté, cette fois-ci, du financement et de la pérennisation des structures. Très bien, merci. Merci. Alors, là, nous allons passer la table ronde. Alors, si vous avez vraiment une très courte question, et l'une et l'autre, et après, on va poursuivre. C'est la réponse qui doit être courte, mais en espérant que la question n'ouvre pas un champ qui soit un champ... extrême. Alors par contre, sans micro, ça va être difficile pour que vous posiez cette question. Je profite juste du temps que le micro arrive pour faire une petite incidente, puisqu'on dit ça fait 10 ans, 20 ans qu'on a reconnu. En fait, la question du proche, elle se pose depuis très très longtemps. Vous en trouvez même la trace, par exemple, chez saint Augustin, où saint Augustin, dans la doctrine chrétienne, évoque une scène dans laquelle un disciple demande à Jésus « Qui est mon proche ?» Et Jésus de lui répondre « Ne te demande pas qui est le proche, mais deviens le proche de celui qui en a besoin. » Donc pour vous dire qu'on est vraiment sur des débats, on parlait du fait qu'on était dans une construction d'image, on est vraiment dans une construction et de profils extrêmement différents. Mais voilà. Bonjour à tous, je suis médecin en médecine territoriale et anciennement médecin sanitaire. Et je me questionne à propos de ce que j'ai entendu, donc je les ai notés. Quand on parle de la reconnaissance du rôle de l'aidant en tant que professionnel, j'en suis convaincue. Je voulais juste signaler qu'on a quand même une formation quand on est médecin ou quand on est soignant, où on n'est pas encore tout à fait agile avec cette difficulté, et que pour connaître des gens qui le vivent au quotidien, ça reste quand même très frustrant aujourd'hui au quotidien d'arriver dans une situation d'urgence avec des soignants qui disent « nous on est des sachants, vous reprenez, on fait ce qu'il faut et vous rentrez, vous débrouillez ». Je résume et je caricature, mais il y a cette violence quand même qui est à mon avis assez souvent ressentie. Ça c'est ma première remarque. La deuxième, c'est, on parle du congé proche aidant. Certes, sauf que les aidés, ils ne sont pas en congé, donc ce terme me dérange moi.
Et puisqu'on est dans des réflexions politiques, je me disais, est-ce qu'il y a un axe de réflexion sur la table ou à envisager autour de l'amélioration des conditions de travail des aidants pour leur libérer du temps ou une flexibilité intellectuelle. Et je répondis sur ce que disait la dame, je suis désolée, j'ai oublié votre nom, mais sur la flexibilité. Pour moi, les gens que je... Tenez bien le micro, là. Donc les gens que vous connaissez, qui exercent... Oui. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup de votre intervention. Il y avait une autre question pour que... Et après, voilà, il y avait une autre main tendue, non? Allez-y. C'est bon. Merci. Donc moi j'ai juste une petite remarque. Je travaille dans une maison des aidants et par ailleurs je suis psychologue. Donc j'ai quand même été interpellée. Il y a beaucoup de dispositifs et c'est très très bien qui doivent se mettre en œuvre. Mais il y a monsieur qui est psychiatre, je crois, qui a soulevé une question et je pense qu'il ne faut pas la perdre de vue. C'est effectivement le répit au service de l'aidant ou au service de l'aidance. Dans ma pratique et dans plein de pratiques, il ne s'agit pas de transformer certains aidants en professionnels et on a le droit aussi, quand on est aidant, de dire non. Enfin, je pense que cette question-là, il ne faut pas la perdre. C'est formidable qu'il y ait plein de dispositifs et plein de choses qui se mettent en œuvre parce que de toute façon, il y a énormément à combler par rapport à ce qui n'est pas. Mais derrière, il ne faut pas oublier ça. Cette question de fond, elle est dans les réflexions de la HAS qui vont avoir lieu ou autre. Avant de faire un protocole et des guides, il y a quand même cette question de fond derrière. À quoi ça sert et qu'est-ce qu'on sert? Merci beaucoup. Du coup, merci parce que vous assurez une transition très heureuse, puisqu'en fait, dans la question que vous posez et dans la remarque que vous formulez, c'est quand même derrière la question des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, puisque l'idée, c'est vraiment de réfléchir là à quelle politique de répit demain, sur la question de répit. Donc, c'est à quel enjeu, finalement, aujourd'hui, on doit répondre. Il y a une forme de pédagogie du problème qu'on va essayer d'aborder là, pour essayer d'apporter les meilleures réponses possibles. Mais peut-être, puisque vous avez été interpellé, Fredouille. Oui, je pense que ça marche. Je pense que la question de l'engagement que vous soulevez, elle est tout à fait importante. Naturellement, quand on se pose la question de l'engagement, cela indique aussi que, ça pose la question du désengagement. S'il n'y a pas possibilité de se désengager, alors l'engagement n'a pas de sens. Un auteur anglais, René Spitz, le disait très bien à propos du yes et du no. S'il n'y a pas la possibilité de dire non, le oui n'a pas de valeur. Eh bien, de la même façon, je pense que si l'aidant est astreint à son rôle, comme c'était dit tout à l'heure, se sent esclave, se sent en liberté surveillée, eh bien, sa fonction, quand même, elle perd un peu de son sens. Et je crois que c'est très important que les aidants aient la possibilité, ou se donnent la possibilité, s'ils veulent bien le faire eux-mêmes, mais que socialement, on leur donne la possibilité de se désengager. Ça me paraît tout à fait important. Voilà, je ne veux pas être trop long. Je te remercie beaucoup, Jérôme, parce que c'est vraiment un point important. On a le droit d'être iconoclaste? Ah mais oui, on peut être le plus iconoclaste possible. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on est à quelques semaines d'une élection présidentielle. Et dans les programmes de certains candidats, je ne fais absolument pas de politique, ce n'est pas du tout le sujet, mais je vous invite à regarder comment les candidats sont apostrophés par un certain nombre d'acteurs
et comment ils intègrent dans leur programme cette question des aidants. Plusieurs candidats aujourd'hui ont proposé la création d'un statut des aidants. Donc ça répond exactement sur le plan juridique à la remarque que faisait Jérôme Fredouille à l'instant sur le plan psychologique, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, la possibilité, s'il n'y a pas de possibilité de dire non, alors le oui n'a pas de valeur. Pour ma part, je sais que ce n'est pas forcément une position partagée, je pense que créer un statut des aidants serait une hérésie et une erreur, parce qu'elle comporterait une assignation à aider, ne laissant plus le choix à l'aidant que d'aider, et finalement faisant de lui un acteur contre son gré du soin, et le plaçant probablement sur un terrain qui ne devrait pas être le sien. L'aidant est le proche d'une personne vulnérable, mais la société, comme l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure Jérôme Fredouille, aurait peut-être tendance à penser que les politiques de soutien aux aidants visent d'abord à bénéficier d'une main-d'œuvre disponible et engagée. Et évidemment, ce n'est pas du tout de cette façon dont il faut prendre les choses. C'est d'ailleurs pas la façon dont elles sont prises ici en France aujourd'hui. Mais vous comprenez ce risque. Ce risque, il existe. Statut égale assignation à aider, impossibilité quasiment pour l'aidant de sortir de ce rôle, même si les dispositifs de soutien sont plus nombreux et plus structurés. Donc je crois que là, on a une réflexion politique, je dirais, à porter ensemble et à réfléchir. En tout cas, pour notre part, à la Fondation, on n'est plutôt pas favorable à cette démarche. Et qui renvoie à la place, finalement, du proche, à la fois dans les danses et à la fois plus largement dans la société. Est-ce que je peux me permettre une observation? Comment dire, soulager les aidants, ça passe par la nécessité de les reconnaître, d'offrir des solutions de répit. Ça peut aussi passer, on en parle peu, par le développement de structures médico-sociales type MAS et femmes. Je crois que c'est très important quand même que soient offertes dans notre pays des structures qui soulageraient aussi les aidants de la charge qui les incombe. Merci. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport au statut de l'aidant. Effectivement, autant il faut valoriser et reconnaître les aidants dans leur rôle essentiel dans la société, autant il ne faut pas les réduire à ce rôle-là, les limiter à ce rôle. Et d'autant plus, je dirais, c'est encore plus vrai pour les jeunes aidants qui peuvent être amenés à être aidants tout au long de leur vie, en tout cas à s'engager dans ce rôle-là très tôt, ce qui peut bouleverser, on le sait, leur vie dans tous ces aspects. Et je pense donc qu'il ne faut pas les limiter à ce rôle-là. Ils ont besoin de respiration, ils ont besoin de vivre leur vie, les aidants. Et cet équilibre de vie amené, et on le sait, par un engagement au niveau personnel, un engagement au niveau familial, dans une vie qu'on construit en couple. Au début lorsqu'on est jeune, donc leur laisser cette possibilité, laisser la possibilité lorsqu'on est engagé plus avant de continuer sa vie professionnelle. On sait que la vie professionnelle, c'est essentiel pour un équilibre personnel, et c'est ça qui peut contribuer à être encore mieux aidant. Donc si on limite l'aidant à sa relation, je dirais, avec la personne aidée, et si toute sa vie tourne autour de la personne aidée et qu'il n'y a pas de moment de respiration où on est en contact avec d'autres à travers le travail, à travers des activités personnelles, culturelles pour développer aussi ce qu'on souhaite profondément en soi. Bon, s'il n'y a pas ça,
on ne sera pas à même d'aider les aidants, en fait, parce qu'on n'aura pas la possibilité en soi de trouver un équilibre justement qui favorise la relation avec la personne aidée. Très bien. Alors, Nathalie Gâteau, et après Gwenaëlle Tual, je crois qu'il voulait réagir. Je voulais juste conforter l'avis de mon voisin, c'est que ce profil d'aidant ne doit pas exonérer les politiques d'équiper notre territoire du minimum nécessaire à l'accueil des personnes qui en ont besoin. Et, il ne faut pas que ça soit un cache-misère, entre guillemets, et une dérive d'efficacité. Voilà. Oui, tu as raison, Nathalie. Pardon, Gwenaëlle, juste un tout petit mot. Voilà, je pense que le gouvernement fait beaucoup, mais que le gouvernement ne peut pas tout. Et la question de la place des aidants dans la société, elle concerne la société tout entière. Et on a quand même toujours tendance en France à penser que c'est au pouvoir public à tout gérer, à tout organiser. C'est vrai en partie, mais pas seulement. Il a été évoqué tout à l'heure la place des soignants, notamment de la formation des professionnels de santé à une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de la situation des aidants, de leurs difficultés, de leurs attentes, de leurs besoins, des droits, des solutions qui peuvent leur être proposées. On voit bien que c'est toute la société qui doit se mettre en marche. Ce n'est pas simplement le gouvernement, c'est l'ensemble des professionnels de santé. Ça veut dire qu'il y a un effort de formation professionnelle absolument colossal à engager. Aujourd'hui, vous savez qu'on n'enseigne pas ce sujet dans les facs de médecine. On ne l'enseigne pas dans les écoles d'infirmières. Et donc, on continue à avoir des professionnels de santé très bien formés avec une approche très médico-centrée des situations, mais encore insuffisamment large et prenant en compte de façon plus systémique les situations de santé du domicile. Donc, on voit bien que, bien sûr, le gouvernement fait déjà beaucoup, a mis en place une politique. Il faut aussi que dans les établissements médico-sociaux, dans les établissements sanitaires, du côté des professionnels de santé, du côté de la formation, il y ait tout un mouvement qui se mette en place. Et on voit bien que le temps long qu'on évoquait tout à l'heure, il est lié aussi au fait qu'on ne change pas une société sur un décret. C'est des nouvelles habitudes, c'est des nouvelles représentations qu'il faut acquérir. Et pour ça, évidemment, il faut du temps et il faut que chacun prenne, je dirais, sa part dans la transformation de nos systèmes de santé, intégrant mieux la place des proches aidants. Très bien. Pardon. Depuis le début du congrès, on ne parle pas non plus du côté éducatif. Je suis éducateur spécialisé. Et vous parliez de la formation aussi, de tout ce qui est médical. Et il en est de même au niveau de tout ce qui est secteur éducatif, l'éducation spécialisée. Et pour faire court, en fait, voilà, j'ai été missionné par l'ARS. Enfin, on a été missionné pour mettre en place une maison de répit. Et je suis en train de m'apercevoir que dans le secteur éducatif, pour l'instant, on n'a pas forcément les informations, que ce soit même pour les cadres éducatifs. La notion de répit, on ne connaît pas. Le droit de répit, on ne connaît pas. Et je suis en train de recruter des éducateurs pour pouvoir accompagner les jeunes qui vont pouvoir être accueillis dans cette maison de répit. Et j'ai un gros travail pédagogique à faire pour informer ce qu'est le répit et les missions qui sont les nôtres. Voilà. Je voulais juste qu'on parle un peu du secteur éducatif. Pour l'instant, on n'a pas. Vous avez tout à fait raison. On a laissé de côté. Voilà. Excusez-moi, c'est très impoli ce que j'ai fait. Vous avez parfaitement raison. Non, mais... Et je finirai. Voilà, je suis sur le secteur de l'Aisne. J'ai très peu d'informations pour l'instant pour mener le projet. Je cherche partout des sources, des personnes ressources. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas loin de l'Aisne et qui peuvent m'aider dans ce projet, je suis preneur. Merci. Donc n'hésitez pas à aller voir monsieur tout à l'heure en sortant de la salle. Alors bien sûr, quand je parle des professionnels de santé, j'inclus de façon très large tous les acteurs de l'accompagnement. Je vous invite à inscrire vos équipes au diplôme interuniversitaire de répit et d'accompagnement des aidants qui, depuis 7 ans à Lyon, forment des professionnels de santé et des professionnels médico-sociaux à cette approche différente, cette approche nouvelle des situations du domicile. Juste, Gwenaëlle, Françoise Elien, je suis donc la présidente de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Juste pour poursuivre le discours d'Henri, je pense qu'on oublie très souvent
que le changement de mentalité, ça ne se décrète pas, mais ça s'accompagne. On voit très bien dans l'ensemble de l'évolution des différents plans de santé publique, et quand on dit les pouvoirs publics, on n'a pas dit grand-chose. Comme quand on parle de statut d'aidant, qu'est-ce que ça veut dire un statut ? Est-ce que c'est un statut comme, je ne sais pas, est-ce que chômeur c'est un statut ? Est-ce que retraité est un statut ? Est-ce que femme au foyer est un statut ? Je fais exprès pour la femme au foyer. Voilà. De quoi parle-t-on ? Mais il y a aussi une réalité de terrain qui est que ce que vous disiez du oui ou du non, mais la question ne se pose pas comme ça. Moi, je suis professionnelle de santé. Ça fait 25 ans que je dirige une structure dont l'émission, c'est le décloisonnement entre la ville et l'hôpital, le sanitaire, le médico-social et le social. On ne pose pas à un patient qui vient d'avoir sa première cure de chimio, est-ce que vous souhaitez rentrer chez vous ou pas ? Enfin, je veux dire, on sait très bien que la DMS, la durée moyenne de séjour, elle est excessivement réduite depuis 1984 et qu'elle ne fait que de diminuer. Donc la question du choix est une question utopique. Les gens n'ont pas le choix de rentrer chez eux. Ça, je pense que c'est important. Et puis aussi, quand on est sur le terrain, on ne comprend pas bien la cohérence des différents plans de santé publique et de ce qui se passe entre le PLFFS, le pouvoir de la CNAM, ce qui se passe dans le ministère de la Santé avec ses sous-directions. On est sur le terrain. Moi, j'ai 82 ans, j'ai des bas à varices. Et ben, depuis exactement 2 ans, cet acte à la nomenclature des infirmiers libéraux est déremboursé. Quelle est la cohérence pour les gens de terrain ? C'est-à-dire qu'on promeut le grand virage ambulatoire, le maintien à domicile, et d'un autre côté, les infirmiers libéraux nous disent qu'il y a un déremboursement systématique d'actes qui pourrait rendre confortable le maintien à domicile et qui est aujourd'hui déremboursé. Donc, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics, parce que pour moi, les pouvoirs publics, globalement, de quoi parle-t-on ? Mais je pense qu'effectivement, il faut une réforme. Il faut quelque chose qui s'opère de façon citoyenne. Mais en même temps, il faut que les acteurs de santé, les acteurs du médico-social et du social aient une appréhension d'une cohérence, d'une politique qui décloisonne le cloisonnement de nos institutions publiques. Très bien, merci. Merci Gwenaëlle. Gwenaëlle Tual. Merci. Non, mais ça me fait un appui du coup sur, pour les points pour lesquels je souhaitais rebondir, à la fois sur les items de choix, de cohérence, et je vais peut-être en ajouter un, la soutenabilité. Sur le choix et notamment le désengagement qui a été évoqué, je me permets juste de rappeler, et en lien avec le répit, que suite à la loi ASV, on a quand même un texte qui qualifie, qui dit quel est l'aidant. On disait c'est pour qui le répit ? Eh bien, l'aidant dit indispensable. Ce qualificatif indispensable est écrit dans le texte. Et je sais que nous sommes plusieurs voix effectivement à demander à ce que ce qualificatif soit enlevé, parce que je pense qu'il y a une confusion derrière entre le caractère irremplaçable des personnes et le caractère indispensable. Et ça fait le lien du coup avec le choix, où on pense souvent que le choix, c'est une forme de liberté, une sorte de liberté infinie. Choisir, c'est renoncer. Et donc, le choix est déjà une forme de limitation et de renoncement à d'autres affaires. Cela étant, la question du statut qui a été soulevée, pourquoi elle revient autant ? On voit effectivement dans les programmes créer, compléter, parce que de fait, il existe déjà des éléments sur le plan législatif. C'est parce que, me semble-t-il, il y a aussi un déport en fait, de l'enjeu du soutien à l'autonomie des personnes accompagnées vers la santé de l'aidant. Il y a un déport qui est en train de s'opérer, et ça fait le lien du coup avec la cohérence que Françoise évoquait. Pourquoi il y a ce déport ? Parce que finalement, on n'adresse pas un enjeu qui, pour moi, est un enjeu en amont de tout cela, qui est un enjeu d'une répartition des ressources qui va croiser enjeux globaux et le quotidien. Parce qu'on l'a évoqué, il y a des avancées, effectivement, mais qui ne rentrent pas jusque dans la cuisine de chacun. La cuisine, la chambre, vous prenez bien la pièce que vous voulez. Alors pourquoi c'est un enjeu ? Et c'est le dernier point, je vais être rapide. C'est parce qu'on est quand même aux prises de 3 mouvements en cours et qui sont d'une rapidité mais folle, inouïe, comme jamais on avait connu, en tout cas anticipé. On l'a évoqué au tout début. Et pourquoi ces 3 mouvements ? C'est parce qu'ils accroissent la pression sur les proches. On a la fameuse transition démographique. Alors celle-ci, on en parle beaucoup. Vieillissement de la population, chronicisation
des maladies entre autres, et puis effectivement une société qui aspire dans son ensemble à une approche domiciliaire renforcée. Je ne sais pas s'il faut dire en face. Approche domiciliaire, juste préciser, c'est le fait de vieillir le plus longtemps possible et mourir chez soi. Alors, le chez soi, il faut vite préciser. Non, mais le chez soi ne signifiant pas le domicile. L'approche domiciliaire n'est pas un virage domiciliaire. C'est le pouvoir se sentir chez soi, y compris en établissement. Mais il y a du coup une distinction à faire. Quand on parle d'approche domiciliaire, on n'est pas en train de dire tout le monde dans une maison à domicile, tant et si bien qu'on considère que la maison puisse être un domicile. Donc il y a ce premier mouvement, transition démographique, chronicisation des maladies et des aspirations sociétales. Alors je disais, je ne sais pas s'il faut dire en face, mais en parallèle, on a l'organisation des soins, des accompagnements professionnels. Et quand je parle d'accompagnement professionnel, ça comprend le social, bien évidemment l'éducatif, qui est au bord de la rupture. Et je pense qu'il faut le dire, cette rupture, elle est même consommée dans certains endroits. Et donc l'offre de soins, l'accès à une offre de soins, elle n'est plus possible tout le temps, partout. De fait, je pense que nous avons tous des exemples, hélas, de personnes qui n'ont pas pu accéder à des soins, qui ne peuvent pas, tout simplement parce que l'organisation, elle est précarisée. Elle est en train de se précariser et a priori, malgré les annonces de centaines ou de milliers de recrutements à venir, on en a encore pour quelques années. On a un modèle, vous ajoutez tout ça, vous allez me dire ça fait un mélange. Le fait qu'on a un modèle qui est dépassé concernant la possibilité de répondre aux aspirations. Regardons juste ce qui se passe avec les EHPAD. Je pense que c'est un exemple assez criant. Et on se rend bien compte que les critères que nous utilisons, en fait, ne sont pas des critères pertinents dans justement la répartition, la priorisation des ressources pour réduire le décalage entre ce que nous souhaitons, nos aspirations, et les financements que réellement nous y dédions. Et il y a un troisième mouvement. Et celui-ci, dans le domaine des soins, on l'oublie. Alors, je ne sais pas si on l'oublie de manière consciente ou inconsciente, mais on l'évoque très rarement, c'est la transition climatique et énergétique. Eh bien, la transition climatique et énergétique, je veux dire, elle ne va pas concerner que le secteur de l'aviation. Non, mais parce qu'à chaque fois, c'est le secteur de l'aviation qui est pris en exemple. Elle concerne d'ores et déjà les secteurs du soin et des accompagnements, bien évidemment. Et que donc, les efforts qui sont demandés en matière de sobriété énergétique, à un moment ou à un autre, ils vont également venir dans l'offre et l'organisation des soins et des accompagnements. Et donc, d'où le troisième point que j'évoquais, la soutenabilité. Parce que je ne sais pas si c'est une équation, mais en tout cas, dans cette configuration-là, effectivement, la capacité pour une société à faire en sorte que les personnes aient encore une place en tant que proches et pas uniquement en tant qu'aidants, à laisser encore de la place aux solidarités de proximité, à faire encore qu'on puisse déterminer, auto-déterminer ce qu'on peut, ce qu'on veut dans les relations d'accompagnement, est un véritable défi. Mais ne pas l'envisager sous l'angle d'une liberté infinie, mais réellement, je pense, de la soutenabilité, qui n'est pas exactement la même chose. Qui est d'une certaine façon l'épreuve de la limite. Je pense que là, un silence de mort s'est installé dans la salle au moment où on a parlé de la transition énergétique appliquée à la santé. Je pense juste, c'est à des fins de précision, parce que je connais un peu le sujet. En fait, c'est que le domaine de la santé, c'est 8,5% des gaz à effet de serre produits chaque année, c'est-à-dire 2,5 fois l'aviation. Voilà, je pense que c'est ça qu'on disait. Donc qui derrière va réduire, va nécessiter une forme de réduction et de contraction. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être demain, on sera dans quelque chose d'un peu plus contraint. Et peut-être passer, parce que le temps tourne. Henri me rappelle que nous avons des échéances à tenir, et puis je crois qu'ensuite, la salle doit être libérée. Peut-être une mise en perspective, quel type de proposition on peut faire pour demain, avec tout ce qui a été dit, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui donc peut-être terminer avec un tour de table autour des propositions très concrètes qui feraient qu'on pourrait avoir des politiques de répit. Donc peut-être Henri. Peut-être d'abord quelque chose de très centré autour de nos sujets du répit, peut-être se comporte davantage encore à la Fondation. C'est sans doute le besoin au fond, le répit est devenu un mot un peu valise, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, mais au fond, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et je pense qu'il y a en effet des tas de modalités différentes qui permettent aux proches aidants de souffler, d'être accompagnés, de disposer de temps de répit. Et évidemment, c'est très bien qu'il n'y ait pas une offre
uniforme de répit, mais qu'il y ait des réponses proposées aux personnes dans des logiques de parcours, ce qui est un terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui me paraît aussi extrêmement important, c'est-à-dire pas simplement la possibilité d'accéder ponctuellement à des solutions, mais d'être vraiment dans des démarches d'accompagnement des aidants, avec une visée de long terme et des approches un peu globales. C'est ce qu'on expérimente à Lyon avec une maison de répit associée à une équipe mobile, dont la vocation véritablement est d'accompagner les aidants de manière à la fois, d'accompagner le domicile, j'aurais envie de dire, de manière à la fois systémique, c'est-à-dire en prenant en considération à la fois le patient et l'aidant ou les proches aidants, de façon globale, c'est-à-dire en essayant de considérer toutes les dimensions de la vie qui sont impactées par la relation d'aide, les relations intrafamiliales, la conjugalité, la continuité avec la vie professionnelle, la vie sociale, la dimension psychologique, l'épuisement physique, et puis un accompagnement qui est forcément durable, qui est forcément dans le temps long, parce que c'est dans la durée que l'épreuve de l'aide peut créer des impacts parfois délétères. Et il nous semble donc très important qu'on essaye de ne pas réduire le répit à une pause momentanée, à une parenthèse agréable, même si c'est j'ai envie de dire, c'est le premier étage de la fusée, et c'est certainement quelque chose d'utile et d'important, mais qu'on essaye de considérer le répit comme un soin, c'est-à-dire qu'on porte sur les aidants un regard de soignant, mais au sens de la santé globale, tel que l'OMS l'a défini, c'est-à-dire vraiment dans une approche très large de la santé des personnes. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent les respite care, les soins de répit. Et pour notre part, on souhaite que cette approche d'un répit qui n'est pas simplement une parenthèse, mais qui est une démarche de soins, d'accompagnement global, systémique et continu, puisse se développer et être encadrée demain par un référentiel de pratique. On a cité la Haute Autorité de Santé qui planche sur ces questions. Il nous paraît important que ces démarches soient structurées, écrites, que les pratiques soient renseignées, soient évaluées, et qu'on puisse progressivement développer cette nouvelle discipline du soin que sont les soins de répit. Ça, c'est l'enjeu qui nous est, qui nous est proche. Je voudrais évoquer de façon un peu plus large et très brièvement deux autres aspects sur lesquels il me semble qu'on doit travailler dans le futur. C'est d'abord la question du repérage des aidants et de l'évaluation des situations, et notamment de l'évaluation des risques d'épuisement. C'est aussi un atelier qui aura lieu tout à l'heure. Je pense que on a beaucoup de dispositifs, les aidants ont du mal à s'en saisir, et la question du repérage précoce dans les établissements scolaires, dans les lieux d'hospitalisation, dans les établissements médico-sociaux, quand une personne rentre en EHPAD, immédiatement la prise en compte de l'aidant et la mise en place d'un parcours pour lui. De même pour une hospitalisation, c'est des habitudes qu'il va falloir prendre si on veut que les choses évoluent. Et puis le deuxième et dernier point, toujours un peu plus général, c'est la possibilité pour les aidants d'accéder facilement à des offres qui leur sont vraiment utiles. Il y a une multitude de propositions pour les proches aidants. C'est fou ce que ça s'est développé en quelques années. Vous l'avez vu peut-être hier avec Métropole aidante. Dans la métropole de Lyon, 150 acteurs et près de 300 propositions pour les aidants. C'est considérable. Le problème, c'est que si on ne connaît pas tout cet environnement, et bien sûr qu'on ne le connaît pas quand on est aidant, on est déjà tellement mobilisé, parfois tellement épuisé. Donc il faut qu'on travaille sur les territoires, et je pense que ça, c'est un enjeu absolument important, pour créer ce qu'on appelait hier des territoires aidants, c'est-à-dire des modalités d'accès pour les aidants aux solutions qui peuvent leur être proposées, et le tout dans des logiques de parcours individualisées. Très bien, merci. Merci. Marie-André, peut-être, vous, votre point de vue sur le sujet, peut-être les propositions que vous pourriez formuler dans le cadre de politique de répit pour demain. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qui est important d'abord, c'est de sensibiliser à la maladie ou handicap, de déstigmatiser toute cette situation et d'en parler. Et on n'en parle encore pas assez. Et si on parle de cela,
Par voie de conséquence, on parlera de la place des aidants qui agissent au quotidien auprès de leurs proches. Alors pour moi, il faut intensifier les campagnes nationales de sensibilisation, d'information, de communication. Parce que trop peu d'aidants savent encore se reconnaître, on l'a dit, comme aidants et trouver les bonnes solutions pour eux. Donc ces campagnes, il faut les faire très tôt. Et il faut sensibiliser, on a parlé du secteur éducatif, et je pense que c'est essentiel de sensibiliser dès le plus jeune âge, donc à l'école, au collège, au lycée, et aussi auprès du grand public. Et pour ça, il faut offrir des espaces publicitaires à des heures de grande écoute. On commence à entendre ça dans certains médias, mais c'est essentiel parce que c'est très difficile pour les associations aussi d'aide aux aidants de se faire connaître. Voilà. Et je partage pleinement ce qu'a dit Henri sur les logiques de parcours. C'est essentiel que les aidants soient accompagnés dans la durée en parallèle avec ce qui est fait pour leurs proches aidés. Parce que c'est grâce à cette aide continue, appuyée et puis diversifiée, parce que l'aide et le parcours de l'aidant, eh bien, il va suivre un certain nombre d'étapes au cours de sa vie, et c'est essentiel qu'on puisse répondre aux besoins au fur et à mesure. Et un dernier point. Et un dernier point. Et un dernier point, c'est que je pense qu'il y a... l'UNAFAM est une association militante et je pense qu'il y a beaucoup d'associations militantes qui œuvrent de manière remarquable dans le champ de l'aide aux aidants et du handicap et de la maladie. Donc des associations de familles, des associations de malades. Et il faut rendre ces associations visibles. Il faut orienter vers ces associations. Il faut les soutenir dans leurs activités. Donc, parce que ce sont elles, souvent, qui font bouger les lignes. Donc, vraiment, il est indispensable que les associations aient un soutien institutionnel et qu'elles ne soient pas toujours en train de faire des démarches pour être soutenues, pour être aidées, parce qu'elles sont en première ligne. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers le soignant qui est de notre table ronde. Jérôme Fodouille, peut-être. Oui, moi je voudrais reprendre. Je trouve que ce qu'a dit Henri me paraît très important à propos de la dimension processuelle de la charge de l'aidant et de la nécessité de le soutenir. J'ai été très intéressé également par ce qu'a dit Marguerite Blay à propos de l'équilibre à maintenir entre les différentes sphères de la vie privée des aidants. La vie d'homme, de femme, de conjoint, de parents, d'aidants, la vie professionnelle. Je pense que c'est très important que ces différents aspects de l'existence soient préservés. Et pour reprendre ce que disait Hélène Vianney hier, je pense qu'il faut offrir à Constance le droit, si elle le souhaite, de s'offrir un temps de répit à la cabane. C'est dit comme ça sur le mode un peu... Voilà, c'est tout à fait important parce que je reviens à ce que je disais au tout début sur la nature du répit. Est-ce pour l'aidant, est-ce pour l'aider, qui est destinataire au fond des financements aussi. Si le destinataire c'est l'aider, eh bien il pourrait tout à fait avoir un droit de regard sur la nature du répit que prend l'aidant. Et ce serait tout à fait regrettable. Alors j'ai en tête des situations cliniques qui m'évoquent cela. Je crois que c'est très important que les aidants aient des espaces qui leur soient
qui soit intimement préservé. Très bien, donc préservation des aidants. Gwenaëlle Tual, et ensuite... Alors, il y a un certain nombre de propositions qui ont été évoquées que nous portons également, et peut-être pour rebondir sur la notion d'équilibre qui vient d'être évoquée, il me semble qu'à l'heure actuelle, en fait, les dispositifs, de manière générale, de répit, même de congé qu'on a évoqués au tout début, en fait, sont sur des logiques de conciliation. D'ailleurs, on emploie beaucoup ce terme, concilier. Concilier, c'est en même temps, c'est cumuler. Alors, ça fait sourire le en même temps, parce qu'effectivement, on l'a aussi beaucoup entendu il y a quelques temps de ça. Mais quand on y réfléchit bien, concilier, on n'est pas en train de vous dire vous n'allez pas faire et l'un et l'autre, ou plus ça, etc. C'est vous allez tout faire. Et de préférence, vous le faites rentrer dans un même calendrier, dans une même temporalité, et qui est plutôt une temporalité de l'ordre courte. Alors nous, ce qu'on porte effectivement, au-delà des éléments très concrets à court terme, c'est de réfléchir en fait à une autre utilisation de son temps, qui ne soit plus sur une logique de conciliation, mais sur une logique d'articulation, voire de ce qu'on appelle de temps choisi, où la manière dont on utilise du coup son temps et dont on le dédie à certaines activités de sa vie. Alors là, on évoque la vie professionnelle, l'accompagnement de proches, mais il peut y avoir d'autres formes de bénévolat, des activités extra-professionnelles, etc., que sais-je, et repenser, où on considère que le temps est une ressource en elle-même, en fait, et non pas un paramètre pour exercer des activités. Donc de passer d'une logique de conciliation à une logique d'articulation de temps choisi. D'accord. Très bien. Alors, je laisse les gens applaudir et ensuite je vous passe la parole parce que j'ai senti que... Alors, peut-être en guise de conclusion aussi, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Il y a une forme je ne suis pas le dernier à intervenir. Non, vous n'êtes pas le dernier à intervenir, mais j'allais dire en conclusion, je sais très bien, Nathalie va intervenir, mais il y a une forme de cahier de doléances quand même, dans tout ce qui a pu être dit, dont j'ai bien conscience quand même que... c'est pour ça que j'évoquais une phase de conclusion. J'ai accepté de venir cette... Non, mais je trouve ça très bien, au contraire. Alors, je ne vais pas revenir sur des sujets que je partage, mais plutôt parler en termes de politique publique, peut-être 2-3 points qui sont importants, il me semble, et pour nous. Et le dernier point fera écho justement à ces doléances multiples. On n'a pas parlé de reste à charge. Et je pense que c'est un sujet qui est important et qu'il faut qu'on pense, parce que quand on parle répit, il y a aussi la question du reste à charge et de combien ça coûte et de l'accessibilité. Donc c'est encore une étape et encore un obstacle supplémentaire pour accéder aux solutions de répit. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir et auxquelles l'administration doit réfléchir. Pardon de vous couper, mais le reste à charge, c'est vraiment ce dont je parlais à l'instant. D'accord. C'est la possibilité de... Et c'est le reste à charge de qui ? Alors là, je parle du reste à charge financier des aidants pour accéder à des solutions de répit. Oui. Mais aujourd'hui, on a... il y a autant de reste à charge que de solutions de répit, en gros, actuellement. Donc, c'est un degré de complexité supplémentaire pour les aidants pour se repérer et savoir ce à quoi ils vont avoir droit. Alors, c'est un chantier qui est compliqué, qui est long, qui a mis du temps pour les EHPAD à trouver des solutions et à ce que les choses soient clarifiées. Bon, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Il y a l'accompagnement des solutions innovantes, c'est-à-dire que le champ du répit, c'est aussi un champ, ça a été beaucoup dit, sur lequel il y a beaucoup d'innovations qui sont faites par vous, et l'administration doit trouver un moyen de les accompagner. Donc aujourd'hui, on a des solutions, puisqu'on peut monter des projets avec ce qu'on appelle des dispositifs innovants. Enfin, il y a une catégorie d'établissements qui s'appelle comme ça, qui est une expérimentation. Et aujourd'hui, on voit bien que quand on parle de solutions innovantes, on recommande rapidement d'être dans des solutions expérimentales. Mais qui dit solution expérimentale dit aussi un double impératif. Le premier, c'est de les évaluer. Une fois qu'on expérimente, il faut qu'on évalue. Et le second, c'est, pour l'administration, une fois qu'on a évalué, être capable de dire en quoi ça se transforme et comment est-ce qu'ensuite on pérennise. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé et qu'on a. Et je pense que quand on parle de perspective, c'est une perspective qui est importante. Un point aussi sur le fait, mais ça a été déjà dit, donc j'y reviendrai pas, mais
il faut probablement qu'on améliore, enfin pas probablement, il faut qu'on améliore l'accompagnement des aidants de personnes malades. Au-delà de l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, c'est encore quelque chose, et ça se comprend quand on parle de sociologie administrative. C'est plus difficile d'identifier les aidants de personnes malades que les aidants. Je parle du point de vue administratif, et avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur ce point de vue-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on y travaille. Et donc, le dernier point, la stratégie aidant 2019-2022, comme son nom l'indique, elle se termine fin 2022. Et donc, il faut qu'il y ait une stratégie aidant, de mon point de vue, 2023 et au-delà. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on la co-construise, comme la première a été co-construite, puisqu'elle est quand même issue de beaucoup de discussions et d'échanges entre les associations, les acteurs de l'aidance. Et donc, c'est des travaux qu'on doit mener, il me semble, cette année, avec probablement le nouveau gouvernement. Mais donc, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, et de reparler de toutes les doléances que vous avez adressées. Très bien, merci. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs la seule certitude, c'est que ce sera un nouveau gouvernement. Quel qu'il soit, mais... Excusez-moi. Peut-être, Nathalie Gâteau, c'est vrai que vous êtes un groupe puissant, qui accompagnait, et donc derrière, peut-être à la fois en guise de conclusion. En tout cas, on est à la croisée de toutes ces problématiques. Et, parce que je voulais dire sur le reste à charge, notamment, c'est des choses que nous sommes en train d'étudier pour pouvoir proposer soit des compléments gracieux dans le cadre d'un fonds social, soit des typologies de services. Voilà, donc on est aussi sur ces sujets-là, sur l'urgence de la filière de soins à domicile, quel que soit le domicile qu'évoquait Gwenaëlle. Nous sommes partie prenante aussi d'un travail avec la métropole sur la valorisation de ces soignants à domicile. Aujourd'hui, il y a effectivement une urgence de formation, de sourcing, et de mettre en place les gens, les bonnes personnes au bon endroit, etc. Donc, on est aussi sur ces problématiques-là. Et puis, bien sûr, on continuera à accompagner les travaux de la Fondation France Répit, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle a un travail de pionnier, et que la démultiplication des dispositifs qui ont été créés grâce à la Fondation profite au plus grand nombre. Donc ça, c'est important. Et nous continuons aussi à sourcer, en termes d'innovation, tous les porteurs de projets, qu'ils soient associatifs ou start-upers, qui peuvent aussi proposer des solutions où peut-être le digital aussi peut porter son efficacité dans ces problématiques-là. Donc, les groupes de protection sociale que je souhaite représenter sont très, très mobilisés sur ces questions-là. Et on continuera aussi à évangéliser, si on peut dire, nos entreprises adhérentes sur ce sujet pour que cette population active soit identifiée et accompagnée. Très bien, Juste merci. Pardonnez-moi, si vous me permettez, avant de conclure, on a attendu patiemment de prendre la parole. Je voudrais réagir très modestement et très rapidement par rapport à l'ambition et aux attentes qu'on a à l'égard des politiques publiques qui, évidemment, peuvent contribuer énormément à changer les choses. Je rejoins parfaitement ce que disait Henri il y a quelques minutes. Je pense qu'il ne faut pas en attendre trop non plus des gouvernements, sans parler de celui-là, d'un autre. Je pense qu'il appartient à la société civile de faire émerger aussi et de porter des plaidoyers pour permettre au gouvernement de s'en saisir et peut-être de passer des réformes. Mais je m'étonne qu'on se passe d'un acteur fondamental. Cet acteur, ce sont les conseils départementaux. Et quand je dis qu'on s'en passe, c'est que c'est un acteur de terrain, c'est un acteur que l'on voit malheureusement assez peu dans les congrès, dans les salons, dans les ateliers de co-construction. Il y en a quelques-uns représentant ici, malheureusement pas assez. Et si vous me permettez ce modeste retour d'expérience, je pense que je suis donc responsable d'une petite structure dans l'aide à la personne, disons. On aurait pu mourir 10 fois parce que non seulement on n'a pas été soutenu dans le développement
de notre structure par les conseils départementaux, mais on a même été étouffé. Et je pense qu'il serait important aussi que ces acteurs-là puissent se saisir de la question de l'aidance, de la question évidemment des alternatives à l'EHPAD, des solutions intermédiaires. Et voilà, je pense qu'il faut savoir compter sur eux, et je regrette qu'on ne les voit pas plus lors de ces colloques, ces ateliers, et qu'ils ne prennent pas plus la parole aussi pour soutenir des initiatives. On a pu compter énormément sur les groupes de protection sociale qui, eux, nous ont aidés au tout début et continuent de le faire. Et maintenant, il serait bien que les politiques publiques prennent le relais. Très bien, merci. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question et après, malheureusement, il va falloir rendre le... Ah ben, Laetitia. Voilà, pardon. Deux. Je me permets juste parce que on est parents en fait d'une enfant qui est polyhandicapée. On a une structure de répit non institutionnelle en Côte d'Opale. Alors non institutionnelle ne veut pas dire non professionnelle parce qu'en fait depuis 2019 on a déjà accueilli plus de 300 bénéficiaires. On a eu quelques fonds privés des groupes de protection santé, mais on repose principalement sur les dons des particuliers. Et on accueille dans 3 gîtes avec une capacité de 15 personnes, sans notification MDPH, avec une inconditionnalité d'accueil, tout âge, toute maladie, tout handicap. Et cette expérimentation, en fait, nous mène à accueillir des personnes qui sont refusées des établissements médico-sociaux, qui sont financés par l'ARS, alors que nous, on n'a pas de financement par l'ARS. On a accueilli pendant 15 jours l'année dernière une jeune fille qui cherche depuis 4 ans, donc elle a 26 ans, elle cherche depuis 4 ans un lieu en fait, pour aller en vacances qui lui rappelait son autonomie de sa vie d'avant. Elle a été refusée de tous les établissements puisqu'en fait sa maladie n'est pas stabilisée et qu'elle peut nécessiter jusqu'à 6 perfusions par jour. Et on a réussi à l'accueillir. Franchement, parfois en faisant la course des héros, en vendant des brioches à Leclerc. Donc oui, la société civile se bouge, mais alors je ne suis pas d'accord sur le fait qu'à un moment donné, la solidarité nationale n'a pas à prendre sa part parce que c'est épuisant. On passe la moitié de l'année à répondre à des appels à projets, l'autre moitié à répondre à faire des bilans. Et en fait, quand j'entends les enveloppes qui sont développées, quand j'entends tout ça, alors nous on fait partie d'associations, mais on a très peu de temps en fait pour venir à des endroits, à des congrès comme aujourd'hui, parce que c'est laisser notre petite fille aux mains de grands-parents, aux mains et du coup c'est vrai que c'est compliqué. Mais à côté de ça, c'est une richesse. Je veux dire, on a accueilli une petite fille du Jura en situation d'urgence qui est ventilée 24 heures sur 24. Sa mère s'en occupe toute seule et c'est surtout sa sœur qui est en situation de rupture totale scolaire et en risque de maladie psychique. Et comment, en fait, je me demande comment cette jeune fille arrive chez nous en milieu touristique ordinaire. On a des gîtes, en fait, on est juste labellisé tourisme handicap. On n'a pas d'infirmière. On coordonne avec nos moyens en prenant notre téléphone et on téléphone à tous les groupes de protection santé, au CAF, au MDPH, pour voir s'il y a des restes à charge qui peuvent être pris. Et s'il n'y a rien, on le fait avec notre association, ou encore une fois, c'est des événements qui permettent en fait de faire ça. Donc je trouve que, alors c'est beau, mais quelque part, on marche sur la tête quelque part en fait. C'est-à-dire qu'on se met à accueillir des personnes. Nous, on le fait avec plaisir et c'est une expérience très riche. Mais là, je vous assure qu'à un moment donné, donc on ouvre le 4e gîte, on va ouvrir un pôle parents aidants, et parfois on est à bout de souffle parce que les appels à projets, c'est 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. À quel prix, en fait ? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que non institutionnel ne veut pas forcément dire non professionnel, parce qu'on prend un rôle qui n'est pas couvert en fait par l'État et qui mérite en fait d'être appuyé. Merci de votre témoignage. Une ultime, vous aviez le bras levé, une ultime et après on arrête. Ah non ? Madame. Oui, je me permets de prendre la parole. Je suis Nathalie Kebert, directrice de plateforme de répit et présidente de la Fédération des plateformes de répit, dont on n'a pas du tout parlé quasiment, ou très peu. On est 240 structures en France qui sommes entièrement dédiées à l'accueil des aidants familiaux.
Nous avons des équipes pluridisciplinaires composées de psychologues, de coordinatrices, d'assistantes de soins en gérontologie qui vont faire du relayage à domicile. On est financé par l'ARS, on est les seules structures, je pense, financées avec des fonds publics et on est complètement invisible. Et pour les aidants et pour les professionnels, c'est une catastrophe de ne pas nous mettre en lumière alors que le travail des professionnels sur le terrain est exceptionnel. Et toutes les préconisations que j'entends depuis tout à l'heure, les parcours d'accompagnement, la centralisation de l'information, le soutien psychosocial, l'accès à l'information sur les différentes offres de répit, eh bien on propose tout ça. Je vous invite, alors il y a plein de gens qui font des tas de choses intéressantes, mais je me tiens à la disposition de M. Robineau s'il veut que je travaille avec lui sur le prochain plan Agir pour les aidants pour capitaliser sur l'expérience qu'on a et que tous les professionnels ont déjà mis en œuvre avec un boulot qui est formidable. Alors, je vous remercie. Ouais. Vous êtes l'objet de toutes les convoitises. Je termine par ça pour rebondir sur l'aspect numérique pour justement ouvrir nos offres de services aux personnes en activité professionnelle notamment. On est en train de co-construire un site soutenirlesaidants.fr qui permettra à chaque aidant, en notant sa commune d'habitation, d'accéder à nos coordonnées parce que figurez-vous qu'il n'y a aucun annuaire à jour des plateformes de répit et c'est impossible de nous retrouver. Donc, on pourra trouver nos coordonnées, on pourra accéder à l'offre de services et, avec un peu de chance, proposer des formations, de l'information, des tutos et des communautés d'aidants en ligne. Très bien, merci. Merci, madame. Merci. Non, là, le problème, c'est qu'on ne va plus pouvoir prendre de questions. Je suis vraiment désolé, mais là, le timing... Mais par contre, les intervenants sont à votre disposition. Je me permets, ma remarque est hyper courte. Non, voilà. C'est juste pas possible. Non, madame, je Vraiment. suis désolé. Non, parce que sinon tout le monde va commencer à prendre la parole. C'est juste pas possible. Vous voyez, bien sûr. Évidemment, j'ai le mauvais rôle. Mais alors, c'est vraiment la dernière. Promis. Donc, je suis directrice de Baluchon France. On accompagne l'expérimentation de relayage baluchonnage en France. La question de la temporalité, on la connaît extrêmement bien parce qu'on a eu réellement 18 mois en plein cœur de la crise Covid pour démontrer l'utilité du baluchonnage en France. La question de l'évaluation, M. Robineau, on la connaît bien et elle nous préoccupe beaucoup pour faire la preuve dans les 2 petites années qui nous restent. La question des financements, elle est très préoccupante dans cette expérimentation puisqu'il n'y avait pas de moyens pour faire la preuve. Au Québec, le gouvernement finance 90% du coût du baluchonnage à raison de 14 jours par an et par aidant. Donc, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire en France ? Et mon ouverture, c'est quand est-ce qu'on va évaluer les coûts évités pour la société en offrant du répit aux aidants ? Moins de médicaments, moins d'hospitalisation. On retarde leur entrée en institution, on augmente la qualité de vie, on augmente l'espérance de vie. Donc au lieu de s'inquiéter de ce que ça va coûter, intéressons-nous à ce qu'on va faire économiser à la société en leur offrant ces répits. Merci beaucoup. Je pense que là... Juste un dernier mot, parce que sinon, Alors, je vais me faire vraiment tirer les oreilles. Faut garder les micros. Hein. Sur l'expérimentation... Sur l'expérimentation, sur le relayage, on a un comité de suivi avec tous les acteurs, toutes les associations, les conseils départementaux, parce qu'ils sont investis, et notamment pour faire baisser le reste à charge, dans 2 semaines. Donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là, mais en effet, on soutient... c'est tombé pendant la pandémie, donc c'était compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a recommandé la prolongation de 2 années. Et on doit travailler avec vous sur les modalités d'évaluation. Je m'arrête là parce que c'est justement l'objet de la réunion dans 2 semaines. Et je voudrais juste dire que sur les PFR, les plateformes de répit, allez dans le sens de ce que vous avez dit, madame, parce que c'est un acteur central de la stratégie de répit qui est développée par les ARS. Donc il y a un cahier des charges qui a été élaboré en mai dernier, qui a permis d'ouvrir les PFR au handicap, ce qui n'était pas le cas, enfin à l'aide des aidants des personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un acteur central du répit en France. Je m'arrêterai là, et ce n'était pas pour dire qu'on pourra en parler davantage, nous,
dans nos services. On est très mobilisés là-dessus et on va à nouveau y travailler cette année parce qu'on a des ARS qui nous demandent des précisions sur ce qu'elles peuvent financer via les PFR. Mais c'est plutôt pour tout le monde, pour souligner que vous avez raison. C'est un acteur central dont on aurait dû, et comme ça c'est fait, parler ce matin. Très bien, merci beaucoup. Et on arrête ici et la parole est en... Juste à titre d'information, dans le précédent deuxième congrès, on y avait consacré une thématique entière et c'est bien le signe qu'on a conscience de l'importance de ces dispositifs. Je voudrais remercier nos intervenants, Thierry Calva pour son animation et sa participation, vous tous, François-Mathieu Robineau en particulier, qui vient se confronter aussi aux attentes et aux demandes des acteurs et merci de le faire.